cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à vous autour d'Aix-les-Bains et puis par-delà les frontières de la Savoie sur les écoutes en ligne. Je suis Pauline, vous êtes dans votre émission sur la parentalité et sur la maternité. Alors en ce qui me concerne, moi je suis professionnelle de l'accompagnement et de la relation d'aide dans les domaines de la périnatalité, de la parentalité, de la femme, des familles, des bébés, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Séverine Fantin. Bonjour Séverine. Bonjour Pauline. On va parler avec Séverine de sujets vraiment qui pour moi ont changé ma parentalité et la façon dont j'ai pu créer le lien avec mes enfants et les accompagner à grandir. On va parler du coup des signes, et on va parler aussi des bains enveloppés de Sonia Krief. Les bains de Sonia, vous devez certainement connaître les bains de Sonia qui sont maintenant en très grande réputation. Et puis en fin d'émission, on parlera surtout des événements de l'association APAE, une association pour une parentalité épanouie, qui auront lieu tout au long du mois de mai et juin dans l'avant-pays savoyard à côté de Yenne. Donc restez bien branchés tout au long de l'émission, il y a plein de belles choses qui vont se dire. Mais si jamais par hasard et par tristesse, vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'au bout, sachez que vous pourrez réécouter cet épisode sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac d'ici quelques jours et quelques jours plus tard encore sur les plateformes d'écoute en ligne comme Spotify et Apple en cherchant simplement le podcast Parents autrement. Alors on y va Séverine, d'abord on va découvrir qui tu es et comment tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire accompagnante périnatale et auxiliaire de périculture, puisque en plus de ça tu as fondé ton entreprise qui s'appelle Famille Licence à Aix-les-Bains en 2018. Donc ce qui t'a mené à découvrir la périnatalité, cette passion-là, c'était, tu m'as dit en préparant l'émission que c'est quand tu es devenue maman en 2004, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte qu'on était un petit peu lâchés en pleine nature avec notre tout petit bébé. Et si on a été suivi médicalement parlant pendant 9 mois de très près, d'un seul coup, tout s'arrête. On se retrouve seul face à plein de questionnements. À l'époque, j'étais pas encore auxiliaire de périculture. Exactement. T'exerçais un autre métier. Oui, j'étais préparatrice en pharmacie. J'avais pas encore réussi à arriver jusqu'à mon rêve d'être auxiliaire de périculture, ce que j'ai fait ensuite. Et du coup, de par mon expérience de maman et mon expérience professionnelle, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le terrain, vraiment pour aider les familles, pour leur proposer plein de petits outils dans leur petite mallette. Exactement. Ils se trouver leur solution. Exactement, on le disait avec Nelly dans l'émission qu'il y a eu il y a maintenant 1 mois, parce qu'avec tous les jours fériés, finalement ça fait longtemps qu'on n'a pas animé d'émission de parents autrement ici. C'était que toi en 2004 ici autour d'Aix-les-Bains dans Savoie, il y avait rien du tout. Rien du tout. Il n'existait rien. Donc c'est toujours intéressant de voir comme maintenant le paysage périnatal a vraiment fleuri et où il y a de plus en plus de propositions et qui soutiennent les parents et leur parentalité, toutes les parentalités. On en reparlera d'ailleurs plus tard puisque ça a beaucoup de sens pour toi de soutenir toutes les sortes de familles. Mais en effet, quand tu es devenue maman, il y a quelque chose qui t'a vraiment poussé à revenir à ton rêve d'être auxiliaire périculture. Surtout que, est-ce que tu dirais que c'est grâce un peu à cette maternité qu'il y a eu un déclic pour dire allez, j'y vais? Oui, c'est vraiment ça. Il fallait un cheminement, il fallait une prise de risque, entre guillemets. Ouais. Oser, voilà. Et il fallait être prête. Et je me suis sentie prête quand j'ai commencé à avoir mes enfants, effectivement. C'est le cas de beaucoup de femmes et de femmes qui, pendant leur maternité, que ça soit pendant la grossesse ou à l'accouchement ou alors en postpartum,
vivent des choses qui leur permettent en fait de se dire je ne suis pas alignée avec le métier que je fais actuellement, j'ai vraiment un rêve profond et il est temps de le laisser briller ce rêve et de le rendre concret et d'oser. Et c'est très intéressant et ça fait partie d'un sujet d'étude que moi je vais mener à côté, mais voilà, je trouve toujours bien de pouvoir passer un petit peu comme cette petite graine, la planter quelque part et de dire ben voilà, si vous avez des rêves qui émergent pendant votre maternité, écoutez-les, c'est peut-être le moment d'y aller. Et je dis toujours aussi que les enfants sont un peu comme des grands sages ou des gourous, je ne sais quoi, des guides qui nous poussent en fait à vraiment renouer avec ces rêves d'avant qu'on a peut-être mis de côté pour des raisons qui étaient justes à l'époque et de se dire ok, est-ce qu'aujourd'hui je tenterai pas l'aventure. C'est vrai. Donc tu chemines, donc tu as 3 enfants, donc tu as cheminé sur la maternité, la parentalité comme tu as pu avec les moyens de l'époque. Voilà. Qui n'étaient pas forcément très... Alors il devait bien y avoir quand même un petit peu d'Isabelle Filiosa ou même pas encore ou, un tout petit peu. Ouais. Après il y avait une petite association pour l'allaitement dans le secteur aussi. Oui, et oui, parce que c'est vrai que le groupe allaitement, je ne sais pas s'il était présent en 2004 ou pas encore. Alors, il s'appelait pas comme ça, ouais. mais on pouvait encore avoir quelques bénévoles qui pouvaient nous aider. Oui. Que j'ai d'ailleurs appelé. Hein. Évidemment. Évidemment. Voilà, mais à part ça, effectivement, on était un petit peu seuls. On ne trouvait pas beaucoup... Ouais. de lieux ressources ou de personnes qui pouvaient nous accompagner. Et puis, tu m'as dit qu'il y avait eu la rencontre d'une collègue à toi qui a permis de faire augmenter cette confiance en toi et ce désir, d'aligner ce désir de te lancer et de devenir auxiliaire périculture. Alors, j'étais déjà auxiliaire de périculture. C'est une collègue auxiliaire de périculture que j'ai rencontrée dans un lieu de travail qui m'a permis, effectivement, qui m'a... boosté, j'avoue, qui a fini de me donner les ailes pour me lancer dans cette belle aventure de l'accompagnement périnatal et de l'entrepreneuriat. Formidable, trop bien. Parmi toutes tes grossesses, on a dit donc que tu étais maman de 3 enfants. En réalité, il y en a quand même eu 4, puisqu'à un moment donné de ta vie, tu as eu une interruption spontanée de grossesse. Vous remarquez que je dis pas le mot fausse couche, parce qu'il n'y a rien de faux dans cet événement-là, et que j'aime changer un petit peu le vocabulaire qu'on utilise pour y mettre plus de sens. Mais durant cet événement, ce que tu m'as dit, c'est que ça a permis d'ouvrir pour toi le courage d'en parler, en fait, et de briser un petit peu les tabous qu'il peut y avoir autour de ce qu'on peut vivre au travers d'une interruption de grossesse. Oui, parce qu'effectivement, surtout moi à l'époque, maintenant ça commence à changer un petit peu, mais les premiers mois, il faut surtout rien dire au cas où il se passe quelque chose, alors que la plupart des gens qui nous connaissent bien voient très bien qu'il se passe quelque chose. Bien sûr. Et au lieu d'annoncer une bonne nouvelle, on finit par leur annoncer que non, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Et alors que peut-être ça aurait été moins... Alors, je dis pas moins difficile parce que ça aurait été tout autant difficile, mais c'est différent d'annoncer quelque chose. Les gens s'attendent à ce qu'on leur annonce quelque chose de bien et en fait, on va leur annoncer que non, c'est fini, que ce qu'ils imaginaient était vrai, mais que c'est terminé. Alors que peut-être si j'en avais parlé avant, je leur ai dit différemment et les personnes auraient pu réagir différemment aussi. Exactement, parce que dans l'annonce de cette mauvaise nouvelle, ils sont un peu comme en état de choc et ils sont pas forcément disposés en fait à... C'est le double choc de dire waouh, t'étais enceinte, mais d'accord, tu l'as perdu et du coup c'est cet état de choc qui empêche un petit peu d'être présent à l'autre et de lui offrir quelque chose qui pourrait le soutenir. Et moi, j'invite toujours, en fait, à vraiment parler, si ça leur est juste aux personnes, mais à pouvoir parler de ce qu'ils vivent, s'ils sont, s'ils ont envie de se confier à leur mère, ou à leur sœur, ou à leur meilleure amie, mais au moins à quelqu'un de leur dire, je suis enceinte, je ne sais pas ce que ça va devenir. Personne n'a de boule de cristal pour dire combien de temps ça peut durer, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ou pas. C'est sûr que c'est les aléas des débuts de la vie. C'est vrai que accueillir la vie, c'est aussi accueillir la mort quelque part.
on s'expose à ça et c'est tout un cheminement. Et plus en fait on va pouvoir en parler à quelqu'un qui a une écoute bienveillante, bien entendu, plus en fait les gens qui sont au courant vont pouvoir aussi réfléchir à comment je vais pouvoir la soutenir et à pas trop être dans la réaction de je viens d'apprendre plein de choses et là je suis juste choquée et je suis pas en capacité d'aller soutenir cette personne. Et alors que quand on est déjà au courant que ah bah oui elle est enceinte, donc bien oui je sais que ça peut s'arrêter et ben quand j'apprends que ça s'est arrêté, ben je peux vraiment être connectée à ce qu'elle traverse et essayer de lui demander ben qu'est-ce qui pourrait être soutenant pour toi à ce moment-là, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Et puis effectivement, enfin, le principe de s'écouter. Si on a envie d'en parler, qu'on en parle. Exactement. Si on préfère ne pas en parler, ben on n'en parle pas, mais que les parents aient le choix, en fait. Oui. Plutôt que cette pression de... Oui, c'est ça, par tabou, par peur ou par la société a dit que. Voilà. Exactement. Et du coup, voilà, ton dernier enfant, ça a été vraiment cet enfant qui a permis, qui arrivait donc après cette interruption de grossesse. Ton tout dernier, c'est ça? C'était ma première grossesse. D'accord, ok. Et parce que du coup, ouais, tu m'as parlé de ton dernier qui a vraiment permis avec tout ce que tu as pu vivre comme difficulté d'allaitement aussi, mais qui a vraiment comme fini de dire ok, il faut vraiment que j'aille œuvrer là-dedans. C'est ça, parce qu'en plus avec ma troisième, elle a beaucoup d'écart avec son frère et sa sœur qui sont devant, et j'ai eu l'impression encore une fois de tout recommencer. Ouais. Et pourtant, les nouveau-nés, ça reste un petit peu mon métier quand même. Bah oui. Mais quand c'est son enfant, c'est complètement différent. On n'a pas le même recul du tout. Et effectivement, et là, je me suis remémoré tout ce que j'avais passé, que ce soit depuis ma toute première grossesse jusqu'à celle-ci, et jusqu'à cet enfant-là. Et je me suis dit qu'effectivement, les choses n'avaient pas encore beaucoup bougé. C'était seulement en 2012, et qu'il fallait faire quelque chose. Et puis aussi grâce aux personnes que j'ai rencontrées dans mon milieu professionnel. Bien sûr, ouais. Où je me suis dit, il faut vraiment essayer de pallier à tout ça, dans ma petite mesure, bien sûr, hein, mais de pouvoir proposer mon aide, mon écoute. Et oui. Et c'est vrai que quand on est dans le métier de l'accompagnement, c'est curieux, mais je remarque qu'on a toutes été amenés à vivre vraiment ces difficultés pour ensuite être comme en capacité d'accompagner et voilà que ce qu'on a vécu précisément, ça va après nous être utile en fait. C'est qu'est-ce que j'en fais d'avoir vécu ça et finalement on arrive à en créer une ressource, à faire que toutes ces difficultés qu'on a traversées, ça en devient une ressource qui nous soutient dans l'accompagnement après de l'autre et notre présence à l'autre. Comment ça te parle? Ouais, ça me parle, oui, effectivement. C'est une manière d'en faire peut-être une force et aussi une manière de changer un petit peu ce qui nous est arrivé à nous. Oui. En fait, d'offrir le soutien qu'on aurait peut-être voulu avoir. Exactement. Les solutions qu'on aurait voulu qu'on nous propose. Ou simplement de la bienveillance et de l'écoute qu'on n'a pas eu et qu'on peut là maintenant, qu'on peut proposer. Exactement. Donc grâce à tout ça, tu en arrives donc en 2018 à fonder ton entreprise. Ça y est, là t'es parti. Je suis partie. Il faut y aller. Et donc ton entreprise qui s'appelle Famille Licence. Alors j'adorerais vraiment que tu nous parles de pourquoi tu as choisi ces deux mots comme nom d'entreprise. Et Family, tout d'abord pour famille, pour toutes les sortes de familles, toutes les formes de famille. Oui, ça c'est très important pour toi que ça soit vraiment qu'il y ait vraiment l'inclusion de tous les schémas familiaux et aussi que dans les membres de la famille, que c'est pas juste pour la mère ou pour le bébé, mais c'est aussi pour le père, la fratrie, les coparents, les grands-parents. Tout à fait. Et quelquefois des grands-parents aussi qui viennent, même les oncles et tantes parfois. Ouais. C'est vraiment pour toute la famille au sens large, toutes les personnes ressources qui vont être ressources pour cette famille et ce bébé. Oui. Et sens, parce que mes accompagnements font appel un peu à tous les sens au niveau sensoriel, mais également à tous les sens, tous les chemins que peuvent prendre une famille. Il y a vraiment une double signification autour de ça. Et en effet, dans l'accompagnement sensoriel, il y a l'allaitement, il y a les signes associés à la parole dont on va parler tout à l'heure.
Et puis il y a aussi les bains enveloppés, les bains de Sonia Krief. Voilà, oui. Sonia Krief, moi je l'ai connue en 2018, j'étais enceinte de mon premier enfant et je crois que c'était à peu près à cette période-là aussi que Sonia a commencé à vraiment parler des bains qu'elle proposait et à monter une structure aussi pour pouvoir former des personnes et c'était vraiment de la magie en fait de regarder ces vidéos, de regarder tout ce qui se passait en fait entre elle et les bébés et puis après les parents et les bébés. C'était vraiment beau à regarder et voilà, je sais que moi les bains de Sonia, ils m'ont bercée. Voilà, je me suis aussi sentie à un moment donné bercée dans l'eau entre ses mains. Voilà, c'était vraiment thérapeutique, je pense, de pouvoir regarder ça et avec toujours évidemment l'envie de se dire quand je deviendrai mère, j'offrirai ça à mes enfants. Bon, moi j'ai pas eu l'occasion de le faire. Parce que du coup à l'époque il y en avait pas beaucoup qui pouvaient le proposer et c'était pas encore il y avait pas eu autant de monde qu'aujourd'hui en 2024 donc voilà. Mais donc toi pareil, voilà, t'as découvert les bains de Sonia et alors pourquoi choisir Sonia? Alors Sonia, d'abord elle est auxiliaire de puériculture comme moi, et donc elle avait un sens, une vision des familles, de l'accompagnement qui ressemblait à la nôtre. Oui. Et elle dégage aussi quelque chose de très apaisant, de très, elle est très très à l'écoute, Sonia, que ce soit des bébés mais aussi des adultes qui l'entourent. Et du coup, c'était simplement une évidence quand l'école a ouvert de m'engouffrer avec ma collègue dans les premières élèves. Et oui, du coup, tu as été dans les premières élèves. Génial. Voilà, de l'école. Et donc, on a eu la chance d'être formés par Sonia Krief elle-même. Oui, ça, c'est une sacrée chance. Oui. Du coup, d'ailleurs, on peut parler un peu plus de l'appellation de ces bains, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'un parent peut vite se sentir perdu entre les bains enveloppés, les bains sensoriels, enfin, il y a plein de types de bains, bain de thalasso bébé, enfin, voilà. Alors, avant, Sonia, elle avait appelé ce bain le thalasso bain bébé. Oui. Moi, j'ai été formée sous cette appellation-là. Et elle l'a rebaptisé parce qu'effectivement, thalasso, c'était peut-être pas le mot le plus approprié. Au-delà d'être du bien-être, effectivement, de la détente pour le nouveau-né, c'est aussi thérapeutique. Oui. Donc maintenant, elle l'appelle d'un grand nom, thalasso thérapeutique bain bébé en règle générale. Parce que ça permet à l'enfant de revenir sur des sensations, des émotions plus ou moins négatives s'il a besoin et envie pendant ce bain. Ouais. Et de pouvoir laisser tout ça dans l'eau et passer à autre chose ensuite. Oui. Mais également pour les familles. C'est pas que pour le nourrisson. On pense souvent que c'est que pour bébé, mais pas du tout. Le thalasso thérapeutique bain bébé, il est pour toute la famille. Exactement. Parce que chacun retrouve des sensations, des émotions. On revoit les choses différemment. Ouais. Et souvent, ça peut réconcilier avec certaines grossesses ou certains accouchements qui ont été un petit peu plus compliqués. Voilà, compliqués ou alors différents de la projection et l'attente qu'on s'en était fait. Ça arrive fréquemment parce que on est dans une société justement où on cherche un petit peu des méthodes pour accoucher. Et donc, qui dit méthode, qui dit une projection de ça va se passer comme ça. Et là, encore une fois, il n'y a pas de boule de cristal pour dire comment ça va se passer. Et c'est vrai que il existe aujourd'hui plein de choses qu'on peut faire pour revenir sur cette naissance et comment ça s'est déroulé. Et en effet, les thalassothérapies bain bébé que Sonia Krief a mis au point sont vraiment une chouette expérience à vivre pour justement... alors bien sûr que le côté thérapeutique a une petite limite, mais on va quand même à travers ça revivre ce moment de la naissance, de quand bébé était encore dans l'eau, et puis de libérer les tensions et puis l'émotionnel qui s'est un petit peu cristallisé à ce moment-là, s'il y en a. Qu'il soit d'ailleurs confortable ou inconfortable, il y a plein de choses qui peuvent se passer et en plus au-delà donc des mains de Sonia, il y avait aussi après les mains des parents qui passent et qui manipulent le bébé, n'est-ce pas? Oui, dans la mesure du possible. Oui. Parce qu'il y a toujours des petites exceptions quelquefois. Et oui. Mais effectivement, il y a un petit temps où le parent partage un peu ce bain avec son bébé. Ouais. Et effectivement,
quand on le voit, nous, à côté, c'est vraiment une symbiose. Exactement, c'est vraiment... Émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe, mais même au-delà de l'émotionnel, ce que je ressens, c'est presque dans les corps physiques, comment c'est que la mère et le bébé partagent le même environnement pendant 9 mois, donc toutes les formes de corps qu'il peut y avoir sont fusionnées entre la mère et le bébé, puis ça mettra 9 mois jusqu'à 3 ans pour vraiment se séparer. Donc, d'offrir ça permet, de reconnecter quelque chose, comme un peu de réparer des fois des choses qui ont pu pas être correctes, et puis de mettre peut-être la première pièce du puzzle dans le processus de guérison. Ça. Voilà. C'est exactement ça. Oui. C'est vraiment beau. Moi, j'adore vraiment les bains de Sonia. Vous le voyez bien. On va faire une courte pause musicale, et puis on va poursuivre avec les signes associés à la parole, et ensuite les événements à venir de l'association de La Paille, l'asso pour une parentalité épanouie. Vous êtes sur Parents Autrement avec Pauline et Séverine Fantin. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous revoici en deuxième partie d'émission de votre émission de maternité-parentalité. Je suis accompagnée de Séverine Fantin, qui est la fondatrice de l'entreprise Familicence à Aix-les-Bains, auxiliaire de périculture, accompagnante périnatale. On a parlé évidemment de son cheminement, de ce qu'elle a pu vivre et de comment ses expériences de vie ont pu se transformer en ressources pour accompagner en fait les autres parents, les futurs parents, à cheminer à travers ce voyage de la maternité, de la parentalité. On a parlé des bains de Sonia, et donc si vous avez loupé cette première partie d'émission, vous pourrez la retrouver sur les replays de la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et sur les plateformes Spotify et Apple en cherchant le podcast Parents Autrement. Alors, dans cette deuxième partie, on va développer les signes avec bébé. Il faut savoir simplement que Séverine, tu n'es pas juste animatrice d'ateliers de signes avec bébé, tu es aussi formatrice du réseau. Voilà, c'est important pour moi de le préciser, parce que du coup, ça montre que ta passion pour les signes est allée vraiment très loin. Et que tu as eu vraiment l'élan d'aller accompagner autrement, et ça montre aussi que il y a vraiment des énormes bénéfices à pratiquer les signes avec bébé, et on va en parler. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous donner une définition quand même pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ont plein d'a priori? Restez ceux qui ont des a priori, nous allons venir passer sur 3 idées reçues que vous vous êtes certainement dites. Mais qu'est-ce que c'est que les signes avec bébé? Alors, les signes associés à la parole, c'est un outil en fait qui permet aux parents de communiquer, aux parents ou à l'entourage de communiquer avec bébé pendant la période préverbale. C'est un outil qui va venir soutenir la communication avant la parole. C'est un outil qui va utiliser une des choses innées chez l'enfant, c'est-à-dire qui va reprendre les gestes. Les gestes, exactement. Vous avez déjà tous vu vos enfants commencer à faire des mimiques, le signe que tous les enfants vont signer. Et alors, on n'est pas tous d'accord, parce que il a une double sens, c'est le signe encore. C'est un des premiers, oui. Voilà, un des premiers, ou un des seuls que les enfants vont faire, parce que c'est celui qui est le plus répandu, qui se confond du coup avec le signe fourmi, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, donc dans cette approche des signes avec bébé, donc c'est un outil, comme tu l'as dit, que les parents peuvent utiliser, que les professionnels de la petite enfance peuvent utiliser, et que l'enfant aussi va utiliser. Voilà, c'est quelque chose que l'adulte va faire, avec l'espoir que l'enfant après puisse réutiliser ces gestes pour communiquer. Oui, c'est ça. En fait, c'est à force de voir le parent utiliser cet outil que l'enfant va pouvoir s'en saisir. Exactement. Et pouvoir éventuellement reproduire les signes dont il a besoin. Exactement. Donc on repart toujours de l'enfant. On n'apprend pas des signes pour apprendre des signes, mais on apprend les signes qui seront utiles à notre enfant. Exactement. Alors quelquefois les enfants vont les refaire. Oui. Quelquefois ils vont pas les refaire pour certains, ou pas tous les signes. Et c'est ok en fait. Et c'est ok. Ouais, ça veut juste dire qu'ils en ont pas besoin pour communiquer, c'est tout. C'est ça. C'est qu'ils sont assez compris sur ces signes-là, ils n'ont pas besoin de s'en servir. Par contre,
à l'adulte de l'avoir fait, ça permet à l'enfant de savoir qu'il a bien été compris. Exactement, ça c'est sûr. Donc du coup, juste un petit peu pour clarifier, parce que il y a peut-être des fois de la confusion entre la LSF, donc la langue des signes française, les signes associés à la parole, comme on le dit depuis le début de l'émission, et la communication gestuelle. C'est plein de choses, mais c'est plein de choses différentes. Oui. Alors la LSF, c'est une langue, la langue des signes française. C'est une vraie langue avec une grammaire, une syntaxe. Dans l'outil les signes associés à la parole, on va piocher des signes de cette langue pour souligner un mot dans une phrase. On va l'utiliser avec la parole. Oui. La LSF, elle s'utilise sans parole parce que c'est une langue à part entière. Exactement, bah oui. On parle avec les mains, mais on n'utilise pas notre voix. Alors que c'est vrai que, parce que vous l'avez deviné, moi j'ai pratiqué les signes avec mes enfants, évidemment, et on prononce le mot qu'on signe en même temps. Parce que le but c'est que l'enfant il apprenne le signe, mais aussi le mot verbal et ça puisse soutenir aussi l'acquisition du langage. C'est tout à fait ça, oui. Voilà. Donc la LSF, c'est une langue. On peut apprendre si on le souhaite. Ouais. Mais ce qu'on va utiliser avec nos enfants, c'est plutôt un outil qui vient piocher des signes pour avoir un référentiel commun. On utilise des signes issus de la langue des signes française. Et moi, particulièrement, j'ai décidé d'utiliser cet outil-là parce que je voulais aussi être respectueuse de la langue qui a été reconnue comme une langue il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Et respectueuse de la communauté sourde également. Oui. Mais il y a aussi un autre courant qui, lui, utilise des gestes. Donc ce ne sera plus des signes, ce seront des gestes qui sont adaptés à la motricité de l'enfant. Et oui. Après, c'est un choix. C'est ça. C'est un choix. Ça permet difficilement pour moi d'avoir un référentiel commun. Donc ça peut faire quelquefois plusieurs gestes pour le même mot, ce qui peut être parfois compliqué pour l'enfant. Oui, et l'adulte, du coup. Et l'adulte aussi. Et puis pour moi, vraiment, comme je disais, pour un respect de la langue, je ne me voyais pas utiliser des choses déformées. Oui. Les signes associés à la parole, on a découvert en préparant l'émission qu'on avait une partie commune qu'on partageait, c'était Isabelle Contenceau, qui est donc a fondé, c'est ça, si je ne me trompe pas, les signes associés à la parole, et qui donc t'a formé. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle a fondé Éveil et Signes, le réseau Éveil et Signes, réseau auquel j'appartiens en tant qu'animatrice et formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Oui. Alors j'adore Isabelle, moi je l'ai découvert avec son livre que vous pouvez encore trouver, je pense, et qui est vraiment génial. Ma fille encore de 2 ans adore regarder les images parce que je trouve la qualité des images et de l'émotion en fait qui passe à travers, elle est vraiment très riche. Vous avez un livre donc qui est un imagier pour le parent et l'enfant, et vous avez quand même un fascicule pour le parent uniquement qui accompagne ce livre et qui vous permet en fait de comprendre à chaque image quel signe vous allez pouvoir associer à la parole. Et on a le mot décrit en plus. Donc c'est vraiment un livre qui peut servir longtemps parce que l'enfant, quand il va être plus grand, vers les 5-6 ans, qu'il va commencer à comprendre les lettres, il peut encore s'en servir pour vraiment lire le mot et avec facilité, parce que quand on lit le mot maman, on voit bien qu'il y a une maman et donc il y a vraiment des connexions neuronales qui vont se passer à ce moment-là. Donc voilà, ce livre... alors c'est vrai que je l'ai oublié de l'emmener, donc j'ai pas repris le titre, mais si vous cherchez le livre Éveil et signes d'Isabelle Contenson, voilà, imagier des signes associés à la parole, vous allez forcément le trouver et vous allez vraiment le reconnaître par le partage que je viens de vous en faire avec des très très belles images d'enfants dans les situations. Par exemple, un enfant qui est en train de lire un livre et on est en train d'apprendre à signer le mot livre, vous allez voir un enfant qui lit un livre et il y a que ça en fait que l'enfant va tout de suite pointer du doigt un peu plus tard, c'est le livre, il est en train de lire, c'est évident. Oui. Voilà, il y a aussi ça qui est important parce que pour qu'il n'y ait pas cette confusion, c'est important ce que tu disais. Je trouvais sur peut-être d'autres courants comme la communication gestuelle, c'est de ne pas amener de confusion. Il faut que ça soit clair et que tout de suite l'enfant puisse vraiment associer les bonnes idées tout de suite et que ça soit 100% d'efficacité quelque part, parce que s'il y a de la confusion, si c'est compliqué, en fait soit l'enfant va pas faire l'effort, soit on va passer à côté d'un truc. Voilà. Et l'enfant comme l'adulte. Et voilà, exactement. Les deux.
Donc moi j'ai trouvé que c'était une méthode assez sympa pour apprendre quelques signes et puis avoir ce support imagier voilà qui accompagne aussi et qui permet de signer aussi des émotions comme la colère, la tristesse, les pleurs, quand on est tombé, qu'on se fait mal, voilà, et puis aussi des verbes d'action, d'aller se balader, d'aller jouer. Voilà, il y en a vraiment plein, d'aller dormir quand on est fatigué. Ceux-là, ils sont très importants, d'avoir la nuance entre je suis fatigué et là, c'est l'heure de dormir. J'adore. Oui, c'est vrai. Donc c'est plein en fait de moments pendant le quotidien avec un bébé où on peut utiliser les signes et ça permet aussi d'illustrer voilà tous ces moments où on peut les utiliser. Ça permet ça permet à l'enfant de conceptualiser aussi et puis ça permet de mettre un signe, donc une image sur une notion qui quelquefois est abstraite. Ouais. Et ça, du coup, ça aide l'enfant à comprendre et aussi à nous dire si oui ou non c'est vraiment ça qu'il a besoin ou envie à ce moment-là. Exactement, exactement. Et donc, dans l'historique, est-ce que tu aurais quelques infos à nous donner? Parce que, on va en même temps traiter de cette idée reçue que c'est une mode sans fondement. Voilà, idée reçue numéro 1, c'est une mode sans fondement. Alors évidemment, c'est faux. Évidemment. C'est faux, et c'est pas parce que, on adore toutes les deux les signes. Tu vas nous dire pourquoi c'est faux? Alors parce que aux États-Unis, ça fait déjà plus de 40 ans qu'ils utilisent cet outil. Donc au bout de 40 ans, je pense qu'on peut estimer que c'est plus une mode. Oui. Voilà. Et en France, c'est apparu au début des années 2000. Un petit courant qui est apparu. Donc en fait, aux États-Unis, c'est apparu parce que Joseph Garcia, c'était un interprète en ASL, en langue des signes américaine. Et il s'est aperçu que les enfants de ses amis sourds pleuraient beaucoup moins que les enfants de ses amis entendants. Ouais. Donc il a fini par se demander pourquoi. Et en fait, il s'est aperçu que c'était parce que les enfants de ses amis sourds avaient accès à la communication plus tôt. Exactement. Et du coup, il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on n'allait pas apprendre la langue des signes américaine à tous les enfants entendants américains pour qu'ils puissent communiquer avant, mais que peut-être simplement quelques signes pouvaient suffire. Exactement, ouais. Et c'est comme ça que l'outil s'est créé. Il a choisi quelques signes utiles à l'enfant et l'outil s'est créé comme ça à la base. Comme ça, c'est génial. Oui, là, tu vois, tu dis ça, et puis moi, j'ai tout de suite ce fameux signe terminé, fini, qu'on utilise pendant les repas. Oui. Quand l'enfant, il en veut plus, puis qu'il s'agite, et puis qu'il crie, qu'il pousse la nourriture. Alors oui, évidemment qu'on comprend qu'il a terminé, mais c'est quand même un peu stressant, cette partie-là où il y a cette agitation, où l'enfant essaye de dire qu'il a terminé et qu'il en veut plus. Et donc de lui apprendre ce signe, ça nous permet aussi, nous, d'être plus calmes et de lui poser la question, est-ce que tu as terminé? Et de lui faire le signe. Et puis quand il te dit oui, alors là, c'est génial, ou qu'il acquiesce à la tête, ou alors qu'il fait le signe même avant qu'on pose la question. Après, c'est comme ça que ça va évoluer. Oui, il le fait. C'est formidable, quoi. Ça ne laisse plus de place ni au doute, ni à l'interprétation qu'on pourrait faire. Exactement. En fait, ça laisse vraiment l'enfant dans sa place de personne à part entière qui a des choses à dire. Exactement, et qui est déjà en capacité de communiquer. Voilà. Et nous, parents, ça nous met dans un état de stress plus bas, et on a besoin que notre stress soit plus bas. Ok. Une autre idée, du coup, une idée reçue, c'est que, du coup, vous le comprenez que dans cet exemple-là du repas, on voit bien que l'enfant, du coup, vit une moins grande ou une moins forte, ou voire pas du tout de frustration. Donc l'idée reçue, c'est de se dire que si cela évite la frustration, alors ça va en faire un enfant roi. Eh ben non, toujours pas. Toujours pas. En fait, dans toute sa vie d'enfant ou de bébé, il y aura des frustrations. Ouais. Il y aura des frustrations parce que l'enfant n'arrive pas à faire quelque chose, n'arrive pas à attraper quelque chose, ou parce que son parent va lui dire non, par exemple. Exactement. La frustration que ça peut enlever d'utiliser les signes associés à la parole, c'est celle de l'incompréhension. Ouais. Cette frustration, on essaye de dire quelque chose à son parent, mais qu'on n'y arrive pas. Oui. Ou inversement, qu'on l'a dit, qu'on pense l'avoir bien dit, mais que le parent en face n'arrive pas à comprendre. Il comprend pas. Imaginez-vous vraiment comme être adulte dans un autre univers où c'est des autres personnes qui prennent soin de vous
et que par tous les moyens que vous essayez de faire comprendre ce dont vous avez besoin, ils ne comprennent pas. Voilà. Au bout d'un moment, la compréhension, ça peut être lourd à vivre, hein, et donc ça génère des pleurs, des cris, C'est ça. et c'est très inconfortable. Et en effet, si on peut avoir un soutien avec les signes, ben ça permet aussi d'avoir une ressource pour gérer mieux sa frustration dans d'autres contextes. Parce que du coup, on pourra arriver à plus tard, puisqu'on peut tout signer, vous le comprenez, à signer la frustration. J'en ai assez, ou ça m'énerve, ou quoi que ce soit. Et là, on est encore une fois en train de communiquer, au lieu de laisser les choses s'entasser jusqu'à l'explosion. C'est ça. Et d'ailleurs, les signes sur les émotions, ce sont les seuls qu'on peut continuer d'utiliser, même Exactement. quand l'enfant sait dire, Ouais. sait nommer l'émotion. Ouais. Parce que quelquefois, pris dans les tempêtes émotionnelles, Ouais. il est difficile pour un enfant de poser un mot sur cette émotion. Mhm. Par contre, quelquefois, de poser un signe Ouais. sur l'émotion, c'est plus simple pour lui. Ouais. Même si c'est quelquefois juste « attends » pour signifier Ouais. laisse-moi tranquille le temps que ça passe et après je reviendrai. Et ouais. Mais quelquefois, ça aide. Mhm. Donc, ce sera les seuls signes qu'on va utiliser, Ouais. même quand l'enfant saura dire cette émotion-là. Nous, c'est vrai que on utilisait aussi le signe pardon, parce que pardon, même en tant qu'adulte, des fois c'est un peu dur à dire. Et quand les mots arrivent pas à sortir, surtout pour les petits enfants, ou les signes bonjour aussi, voilà, des cas de figure où les mots, c'est peut-être les derniers à sortir, ça demande d'aller chercher loin à l'intérieur pour arriver à les dire. Et ben, utiliser les signes, ça peut permettre aussi de quand même verbaliser d'une autre manière cette forme de politesse ou cette forme d'excuse, pour quand même être dans la communication, et ça soutient encore une fois, hein, vraiment les relations sociales, en fait. Oui, pour les plus grands, ça peut vraiment jouer sur ces mots-là. Pour les plus petits, effectivement, la notion de bonjour, pardon, ça va venir plus tard. Mais pour les plus grands, effectivement, ça va être quelque chose qui peut vraiment aider quand ça a du mal à sortir, effectivement. Exactement, ouais. Bon, alors la dernière idée reçue, hein, évidemment, avec les signes, eh bien, on retarde l'apparition du langage. Eh ben non, toujours pas. Toujours pas. Et c'est vrai que tu vas nous en dire pourquoi. Eh ben parce qu'il y a des règles à respecter. On a dit que c'était un outil, du coup. C'était pas la langue des signes française dans son intégralité qu'on utilisait. Donc là, effectivement, on va parler. Et au contraire, il faut parler. Ouais. Parce que le signe va venir illustrer, va venir souligner un mot, le mot qu'on veut vraiment, sur lequel on veut insister dans la phrase. Oui. Et du coup, mais pour pouvoir utiliser les signes, il faut aussi qu'on ait une posture communicative qui soit adaptée. Donc, on va être en face à face avec son enfant. On est obligé. Du coup, l'enfant va avoir accès aussi à notre visage et va pouvoir voir nos lèvres bouger. Donc, ce qui va aussi soutenir l'apprentissage de la parole. Et puis, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de conceptualiser, donc d'avoir tout un panel de mots tout autour d'un signe, par exemple. Je dis alors c'est complètement au hasard, mais livre, magazine, roman, on va utiliser le signe livre, par exemple. Et puis une des règles aussi importantes, c'est que quand l'enfant saura dire ce mot-là, on va arrêter avec lui le signe. On va le soutenir dans sa nouvelle acquisition. Exactement, Donc lui, peut-être qu'il va continuer à le faire un petit peu, parce qu'au départ, pour lui, ce sera une double sécurité de se dire... Parce que j'ai bien compris, je fais les deux, et puis naturellement, tout seul, il va l'abandonner. C'est vraiment génial. Et je ne peux que partager mon témoignage personnel de l'assistante maternelle qui s'occupe de ma fille qui a 2 ans, qui disait vraiment, votre fille, c'est l'exemple excellent pour dire que les signes ne retardent pas le langage et l'apparition du langage et l'acquisition du langage, le développement, enfin tout ce qui est autour du langage, parce que du coup, elle a un vocabulaire très très riche. Elle a que 2 ans, mais elle parle comme si elle en avait presque 3 bien passés. Et on a utilisé les signes depuis sa naissance avec elle, et le langage, les mots sont apparus très tôt, très rapidement, et ça a vraiment été un soutien et un déclencheur de son langage à elle. Et son frère aîné était pareil aussi. Et je les vois que, tu vois, c'est très juste ce que tu disais sur le fait qu'on se met en face de l'enfant pour signer et verbaliser, pas dire le mot à l'oral. Je la vois regarder mes lèvres et je vois ses lèvres bouger comme les miennes. Alors je sais pas si ça arrive à d'autres parents, mais moi je me dis, elle est vraiment en train d'apprendre là. Oui, c'est exactement ça. L'observation et effectivement le signe nous force entre guillemets à être en face à face avec son enfant, à s'arrêter.
et à pas être devant la machine à laver, par exemple, et de parler en même temps. On peut pas le faire. Ou à utiliser des phrases plus courtes. Oui, c'est ça, d'aller à l'essentiel et de pas noyer l'enfant dans une grande phrase. C'est ça, il a rien compris. Des choses, et c'est un petit peu le signe qui nous pousse à faire ces petits efforts-là. Ok. On va faire une courte pause musicale, la dernière de l'émission, pour ensuite parler de l'APAE, l'association pour une parentalité épanouie, et de tous ces beaux événements qui arrivent dans l'avant-pays savoyard près de Yenne. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour pour cette dernière partie d'émission dédiée à la parentalité et à la maternité. Si vous prenez l'émission en cours de route, sachez que vous pourrez réécouter le début de l'émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac d'ici quelques jours et quelques jours suivants sur les plateformes d'écoute en ligne Spotify et Apple en cherchant le podcast Parents autrement. Je suis accompagnée de Séverine Fantin qui a fondé l'entreprise Familicence à Aix-les-Bains et on a parlé de parentalité, de maternité, mais surtout on a parlé des signes associés à la parole. On a parlé des bains de Sonia Criff. On a parlé aussi du paysage, de l'accompagnement périnatal qui a bien évolué depuis les 20 dernières années. Et donc dans cette dernière partie d'émission, on va parler plus d'une action locale qui se passe ici en Savoie, mais qui pourra peut-être donner des idées à plein d'autres associations ou d'autres personnes qui auraient envie de faire ce genre d'événements, parce que ce sont des événements qui sont très nourrissants et soutenants pour les parents. Donc Séverine, tu fais partie donc des fondatrices de l'association APAE, Association pour une parentalité épanouie. Oui, c'est ça, sur Yenne. Sur Yenne, c'est ça, donc dans l'avant-pays savoyard, de l'autre côté de la dent du chat. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association dans ce coin de la Savoie? Et toujours un peu la même chose, faire un petit maillage des professionnels qui pouvaient y avoir un petit peu sur le secteur, pour que les parents puissent avoir un petit peu des personnes ressources si elles avaient besoin, ou des lieux aussi pour pouvoir venir échanger, mais pas que avec nous, aussi avec des parents. Est-ce que je me trompe en disant que là-bas il y a quand même dans l'avant-pays savoyard une espèce de désert périnatal et qu'il n'y avait pas grand-chose justement d'accessible comme on peut avoir ici du côté d'Aix-les-Bains, de Chambéry, Annecy? Alors, il y a un petit peu moins de professionnels, effectivement, peut-être, bien que encore maintenant, ça commence à augmenter. Augmenter, donc c'est plutôt chouette. Il commence à y avoir pas mal de professionnels et des choses intéressantes et super chouettes à découvrir. Génial. Donc cette association pour une parentalité épanouie, qu'est-ce que vous organisez comme événement? Comment vous soutenez les parents dans le quotidien, ou quel thème vous abordez? Dis-nous en plus. Alors du coup, déjà, on propose un café par an tous les 2e vendredis du mois. Ok. Sur Yenne, dans un café qui s'appelle le Bistrot du Coin. Génial. Et sur différents thèmes. Ça dépend des professionnels qui sont là. Ok. On définit souvent un thème, comme par exemple vendredi, il y en a un et le thème c'est les émotions, les miennes et celles de mon enfant. Où on est toujours 2 professionnels. Mais quelquefois, ça peut dévier sur autre chose, parce que comme on est plus dans l'échange, donc quelquefois on peut partir complètement oublier aussi la thématique proposée au départ. Vous êtes présent à ce qui est là, en fait, et ce qui a besoin d'être dit et accompagné. Et même s'il y avait un thème de départ, c'est complètement ok, en fait, de bifurquer et d'aller explorer un autre thème. Oui, parce qu'on est vraiment dans l'échange, donc on est vraiment là pour qu'on puisse échanger avec les parents et entre parents. Donc, Ok. Dans cet asso, donc on vient de te découvrir, toi, Séverine, mais en fait, il y a d'autres personnes que vous avez déjà écoutées sur Parents autrement. Il y a Nelly qui était venue la dernière fois, Alessandra qui était venue nous voir aussi pour parler du yoga, et puis il y a d'autres personnes qui sont pas encore venues, comme Aurélie et puis Marie. Aurélie, je crois qu'elle est doula aussi, et puis Marie, tu m'as dit qu'elle faisait tout ce qui était le chant
chant prénatal et puis tout ce qui est un petit peu de musique. Donc on aura peut-être le plaisir d'avoir leur présence une prochaine fois. Donc en tout cas, voilà. Donc un café des parents. Rappelle-nous, c'est un vendredi. Le deuxième vendredi. Le deuxième vendredi de chaque mois. Vous notez bien. Il y a une exception ce mois-ci parce qu'il y avait les ponts. Il y avait les ponts. D'ailleurs, donc ce vendredi, ce sera toi qui seras présente pour animer. Avec qui est à côté de toi? Avec Ivana, qui est c'est sur le sentier de la parentalité, son entreprise. D'accord. Qui est éducatrice de jeunes enfants. Ok. Et qui propose des ateliers, des accompagnements. Sur Saint-Pierre-de-Curtille. D'accord, super. Et puis, il y a une autre plus grande journée qui arrive le 8 juin, la journée des parents. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée qui se tiendra donc à Yenne? À Yenne, au marché bio du Bas-Saumon. C'est une journée festive pour les parents, mais aussi pour les enfants, où il y aura plein de professionnels, plein de choses à découvrir, des ateliers de différents espaces. Ce sera en extérieur, si le temps nous le permet. Avec différents espaces. Ouais, c'est ça, différents espaces, parce que j'ai vu qu'il y avait des conférences, il y a des ateliers, il y a des stands un petit peu. Il y a des animations pour les enfants, il y a des ateliers pour les parents, ou pour les familles. Il y a des petits coins bien-être. Ok. Il y aura une petite restauration sur place aussi pour le midi, sur réservation, une buvette. Et puis la journée se terminera par un concert à 17h30 pour clore la journée. Génial, génial. Donc ce sont plein de professionnels qui vont être réunis sur cette journée pour parler de sujets comme la parentalité, mais sous quel angle peut-être? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça va dépendre un petit peu de chaque professionnel. Il y en a qui vont paraître plus sous forme de conférences, effectivement, et d'autres qui vont plus proposer des ateliers de découverte. On pourra passer du yoga à la DME. Oui, la diversification menée par l'enfant, pour ceux qui ne savent pas et qui se demandent, voilà. On pourra voir un peu les signes, il y aura de la réflexologie émotionnelle, du rebozo, il y aura plein de choses différentes sous différentes formes selon les petits espaces. D'accord, ok. En fait, si vous aimez écouter Parents Autrement et si vous aimez découvrir tout ce dont on parle, je pense que vous pouvez aller les yeux fermés à cette journée des parents parce qu'on y retrouvera vraiment tout ce qu'on aime chez Parents Autrement. Voilà, c'est ça. Génial. C'est ce qu'il faut autour de la périnatalité, de la parentalité. Voilà, pour le vivre autrement. Voilà. Et plus épanoui. C'est ça. C'est vraiment l'idée de toujours essayer de bien vivre ces moments-là et de se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps au moment où on devient parent et où on peut être disponible en fait pour s'accompagner soi et accompagner nos enfants dans la découverte du monde et la découverte de leur propre monde intérieur. Oui. Ouais. Ok, génial. Vraiment trop bien. Et concernant donc toi et tes activités donc de chez Famille Licence, si jamais on a envie de faire appel à tes services, donc on en a parlé un peu, donc on peut prendre des ateliers collectifs, hein, c'est comme ça que tu les proposes de signes. Alors les signes, oui, en règle générale, c'est des ateliers collectifs parce que c'est plus interactif. Ouais. Après, ça m'arrive de faire des ateliers en individuel quand vraiment, par exemple, la famille est un petit peu grande et qui préfère être entre eux, s'il y a une grande fratrie, par exemple. Ouais. Ou si quelquefois je fais aussi pour la famille élargie, parce que papy, mamie, ça les intéresse, tati et tonton aussi, donc tout le monde est là et du coup c'est la famille entière. Parce qu'effectivement pendant les ateliers, on va jouer, on va chanter, on va signer. Et oui. C'est plutôt ludique. C'est très ludique, oui. Et on passe un bon moment, en tout cas. On passe un bon moment, on rigole bien et surtout, en procédant de cette manière, on retient plus facilement les signes. Évidemment, oui. Et oui, parce qu'il y a des comptines qu'on peut apprendre, des comptines avec les signes, et ça, c'est... Des lectures aussi, des jeux, enfin voilà. C'est vraiment vaste, génial. On peut aussi réserver des bains Thalasso, thérapie bain bébé. Oui. Oui, voilà. Et ça, donc, ça se passe à ton cabinet. C'est ça. Sur Aix-les-Bains. Oui.
Voilà, où t'as tout ce qu'il faut. On a juste à venir avec son bébé. Voilà, c'est ça. Juste venir avec son bébé et l'alimentation de bébé, le reste est tout prévu. Génial. Ces bains, tu peux les faire de quel âge à quel âge à peu près? Alors, c'est de la naissance à 21 jours, 1 mois maximum. Ok. En âge corrigé pour les petits bébés nés prématurément. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'après, au-delà, ils sont trop grands, entre guillemets, oui, ils pour commencent se prêter... L'éveil commence à prendre le dessus vraiment. Du coup, c'est plus difficile de les faire se recentrer sur eux. Le moins de variation de lumière, le moins de petits bruits va commencer à les attirer, ce qui est normal. Et oui. Du coup, ça va être plus des bains de détente, mais ça sera pas vraiment... aussi cocon et... voilà. Ouais, je vois bien. Ok. Et puis, tu proposes aussi donc de la réflexologie bébé affective. Oui. C'est ça. Comment ça se passe ces séances et pour quel motif on viendrait te voir? Il y a un petit peu tous les motifs. Ça peut aller on peut revenir sur la naissance, sur une séparation à la naissance par exemple, ou sur un reflux, des difficultés pour téter, des douleurs dentaires, des problèmes de sommeil, d'endormissement. Pour les plus grandes, l'énurésie par exemple. Et on a cette petite... alors, je propose soit en individuel quand il y a vraiment des choses importantes à voir ensemble, ou on peut aussi avoir une petite connotation avec les mémoires de la vie intra-utérine. Et oui. Et sinon, je le propose également quelquefois en atelier plus en groupe, sur des thématiques où je transmets cet outil aux parents, comme par exemple pour les douleurs dentaires, favoriser l'endormissement. Oui, je me souviens qu'à la grande tétée, qui avait lieu en octobre, tu avais partagé une séance de réflexologie bébé affective sur le sommeil. Oui. Voilà. Et on avait demandé si les bébés avaient mieux dormi. C'était mitigé. Il y en a que c'était oui, il y en a qui avaient noté quelque chose et d'autres pas encore, parce que le sommeil, ça ne tient pas qu'à un seul... Non. Voilà, c'est très complexe et que des fois c'est bien ce qu'on a fait sur quelque chose, mais il y a encore d'autres choses à aller voir. Tout à fait. C'est une chose très complexe et puis c'est propre à chacun. Donc quelquefois, le sommeil du parent ne correspond pas vraiment au sommeil du bébé non plus. C'est ça. Et là, c'est là le plus gros problème quelquefois. Ouais. Ok, super. Est-ce que j'aurais oublié des prestations que tu proposes ou on a fait le tour? On a fait à peu près le tour. C'est génial. Tu as un site internet si jamais vraiment vous avez envie de retrouver ces informations, puis de prendre rendez-vous aussi. Oui. L'adresse, tu nous la donnes s'il te plaît? www.familysense.fr. Voilà, tout attaché, pas de tiret, pas de point. Non. Tout ça. Family, Family, et Sens, SENS. Voilà. Pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Merci beaucoup, Séverine, pour ta présence sur cette émission de Parents Autrement. C'était vraiment un plaisir. À toi pour ton invitation. Voilà. On va se retrouver, nous, dans 2 semaines. On va pouvoir avoir la chance d'avoir un papa qui va revenir, qui va venir pour la première fois, mais ça va être le 2e papa qui va pouvoir parler de son expérience de paternité et de son cheminement de parents et de comment, les choses de la vie ont pu lui permettre de grandir en tant que père. Ce sera dans 2 semaines. En attendant, comme vous le savez, vous pourrez retrouver cet épisode sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac d'ici quelques jours et quelques jours suivants sur le podcast Parents Autrement sur Apple et Spotify. Je vous remercie pour cette écoute partagée pendant cette petite heure et je vous dis à dans 2 semaines. Radio Grand Lac.